Bonjour et bienvenue à tous pour ce deuxième workshop sur la Code Library. On va aujourd'hui, donc la première fois on vous a présenté la Code Library elle-même. Aujourd'hui, on va plus se focaliser du coup sur du contenu, sur des composants et vous expliquer un peu comment ils marchent. Donc moi, rapidement, je vais vous présenter un nouveau composant de KPI, plus deux, trois petites options sur la Code Library. Et Fred, après, passera plus de temps sur le Listing Generator, qui est un gros composant, qui est même un template de page. Il vous montrera comment ça marche, mais qui a eu beaucoup de réutilisation récemment. Donc, quoi de neuf sur la Code Library? On peut voir les nouveautés, d'accord, avec le fait qu'il y ait des composants qui s'ajoutent, etc. Vous allez voir quand vous avez un nouveau composant, vous pouvez voir où est-ce qu'il y en a grâce à ces petites pastilles ici, donc dans les page templates, etc. Ou sur la home, ici, vous avez une liste des derniers contenus ajoutés si vous voulez voir. Et si vous le souhaitez, vous pouvez vous inscrire à un flux RSS. Donc, selon votre lecteur, il y en a qui lisent dans Slack, il y en a qui ont Feedly, par exemple. Il y a des petites extensions pour le browser ici. Donc là, on peut voir, là, il y a des nouvelles ressources, mais vous pouvez vous tenir au courant assez facilement des nouvelles ressources grâce au flux RSS. Alors, dans ces nouvelles ressources, on va aller voir ici, hop, nouvelle ressource, il y a le Flip KPI. Donc, ce KPI Flip, il permet en fait, quand vous voulez avoir un KPI avec un chiffre très clair, assez épuré sur votre home, mais vous aimeriez bien donner des informations en plus. Souvent, on est dans ce compromis entre avoir une carte qui est surchargée, très grande et peu lisible, ou ne pas avoir les informations qu'on veut. En particulier, quand il y a un chiffre brut, souvent on veut peut-être mettre comment il est calculé, sur quelle période il a été fait, etc. Alors, si on veut être très précis sur la façon dont c'est fait, on finit avec une carte qui est extrêmement grande et pas très facile à lire. Et à la fois, si on met rien, c'est un chiffre qui veut pas dire grand chose. Donc là, on a un composant qui permet de mettre des petites infos sur la face arrière. Donc là, on a juste mis que on a expliqué que c'était le nombre de lignes, le nombre de records dans ce jeu de données là. Donc ça nous ouvre le jeu de données, dans le jeu de données US Hospitals. Voilà, donc ça, c'est ce que nous donne le composant. On peut voir là, on a mis un petit effet d'ombre pour montrer et de perspective aussi pour montrer qu'on peut le faire tourner si on souhaite. Donc, comment marche ce composant? On va aller voir. Donc, toujours quand on veut quand on veut essayer un composant sur la Code Library, on a toujours ce bouton Edit sur CodePen qui nous permet d'avoir un petit bac à sable où on peut modifier le composant assez rapidement sans avoir à créer une page, etc. Ou pour les plus avancés d'entre vous, avoir un petit éditeur de texte, etc. Donc, comment marche ce composant? Globalement, en fait, vous avez un grand composant ici, là, qu'on voit, qui s'appelle CardFlip, qui contient tout. Si on va voir la classe CSS de ce CardFlip, ici, voilà, on voit qu'il est en taille et largeur à 100%. Ça veut dire que c'est un composant qui est simplement fait pour s'adapter à la taille de son conteneur, en fait, et il prendra la taille qu'on donne à son conteneur. Donc là, en l'occurrence, le conteneur ici, c'est pour la hauteur, c'est la row, donc c'est une ligne. Elles ont des hauteurs de données ou de minimales dans Bootstrap. Et on lui a dit que ça prenait 4 colonnes, donc là, un tiers de la place disponible ici sur mon écran. Si je décidais de mettre autre chose ici, comme alors je le fais directement dans le style pour aller vite, hein. Mais si je lui mettais un conteneur à 200 pixels,
il ferait 200 pixels de large, d'accord? Tout simplement. Et la même chose ici. Voilà. Donc pour modifier sa taille, on modifie bien la taille de l'élément parent et non pas l'élément lui-même. Tous les KPI sont faits quasiment toutes les cards que vous verrez sur la code library sont faites pour fonctionner comme ça. Elles prennent 100% de l'élément qui la contient. Comme ça, vous n'avez plus qu'à mettre un élément qui a la bonne taille. Euh, donc ça, alors pour ceux qui veulent un peu voir comment marche ce composant-là, il s'appuie en fait sur le style là qu'on appelle Transform Style Preserve 3D. Donc c'est ça qui va nous donner la perspective. Et on a après ce qu'on appelle ici le Backface Visibility Hidden. Donc on va faire une rotation à 280 et lui dire que l'arrière de la carte est invisible. Voilà, vous n'avez pas besoin de connaître le code, vous n'avez pas besoin de toucher à tout ça. C'est juste pour voir comment ça marche quand on le fait. Ce que vous pouvez vouloir modifier, par exemple, c'est quand on passe au-dessus, est-ce que vous voulez avoir cet effet d'ombre ou pas? D'a- D'accord? Donc ça, c'est le hover sur le card flip ici. Donc toujours les propriétés aux hover sont là. Et donc là, c'est le box shadow ici que vous modifierez ou supprimer. Alors, il faut le faire en double. Si on veut le faire très très bien, vous avez 99% des navigateurs avec juste le box shadow, mais là on a mis tous les préfixes pour que ça marche bien. Donc si on ne veut pas cette ombre-là, on peut enlever tout ça. Voilà. Et là, du coup, quand on passe au-dessus, on n'a plus ça flippe. Et donc, pareil, quand elle est retournée, on peut aussi vouloir enlever cette box shadow. Donc ça, tout ce qui concerne l'arrière de la carte est dans la classe carte faceback. Et donc, carte faceback ici, on voit que c'est une classe qui contient tout le style. La seule chose que vous voulez peut-être changer ici, c'est le box shadow et peut-être vous voulez pouvoir donner une couleur différente à l'arrière et à l'avant de la carte. C'est pas forcément ce qu'on va faire ici. On va pouvoir enlever aussi ce petit. On va peut-être le laisser là et le remettre sur l'avant de la carte ici. Donc là, si on lui remet la box shadow ici, elle aura tout le temps, l'ombre, pas que quand on est aux over. Donc ça, c'est si vous voulez le transformer. Voilà. Et juste si on va voir dans le HTML comment c'est fait. Euh, donc vous avez une grande classe. Donc vous avez, comme je vous le disais, la classe card flip, d'accord, qui est l'élément parent et qui prend tout. Juste en dessous, on se retrouve avec l'élément card face front, d'accord, donc vous avez deux éléments enfants, la face avant et la face arrière. Les deux héritent des classes KPI card qui fait le style général des cartes et celle-là, pour dire, c'est une carte, donc la classe card face qui vous dit c'est une carte qui a deux faces. Et ensuite, vous avez card face front pour l'avant. Et donc, dans cette div-là, on va retrouver tout ce qu'on veut mettre sur le devant. Donc, vous voyez qu'il y a des widgets là-dedans. Hein. Et sur le card face back, on va retrouver tout ce qu'on peut mettre sur la face arrière. Et vous voyez qu'elle hérite aussi des classes KPI card et card face, puisque c'est une KPI card et c'est une face de the card que une fois de plus, on peut remettre tout ce qu'on veut dans Angular là-dedans. Voilà. C'est tout pour le KPI flip. Il y a une petite variante du coup. Donc normalement, la façon dont il est fait ici, il est fait pour que vous puissiez copier-coller intégralement le code depuis le dataset contexte. Jusqu'ici, je pense qu'on peut prendre. Hop, ça doit être ça. Donc, si j'en colle un second, alors on va voir si j'ai pris en entier comme il faut.
Si j'en colle un second ici, ils sont ce qu'on appelle scopés, c'est-à-dire que ils vont tourner de façon indépendante. On peut vouloir, dans certains cas, les faire. Donc ça, c'est dû au fait que le ODS Dataset Context crée une sorte de bulle en fait à l'intérieur de laquelle les variables sur lesquelles se repose ce composant flip sont isolées en quelque sorte. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle le scope. Et donc il y a une autre ressource sur la page. Donc maintenant, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un petit menu ici qui permet, vu qu'on commence à avoir des pages assez longues, on a rajouté ce petit menu ici. Et donc, on va voir sur le KPI SyncFlip, là, ce qui permet d'avoir une ressource qui flippe toutes vos cards en même temps. Et ça, c'est fait en fait en remontant le scope plus haut. Donc, vous voyez que au-dessus de notre, donc ici, on a le dataset contexte le premier. Ici, on a le deuxième. Alors, vous pouvez avoir deux fois le même, c'est pas grave, n'hésitez pas à le remettre, ça fera qu'un seul appel API, comme ça vous avez des blocs de code qui sont très modulaires et que vous pouvez copier-coller. Et ce qu'on a fait ici, en fait, c'est qu'on a remis nos variables au-dessus de ces scopes, et ce qui fait que l'état flippé ou non va être au-dessus de ces bulles dans lesquelles on isole l'état de notre application. Voilà. Vous n'avez pas forcément besoin de comprendre tout ça sur les scopes, hein, c'était pour expliquer un petit peu, sinon les ressources marchent très bien en les prenant telles quelles et juste en dupliquant tout le composant à partir de l'élément de layout qui le contient, donc ici la ligne et les colonnes. Voilà, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Hop. Oui, il y en a plusieurs. Est-ce que la code library est destinée à rester en anglais uniquement? Alors, c'est une question qu'on a régulièrement. Pour le moment, oui. Pour la simple et bonne raison qu'il y a extrêmement peu de texte dessus. Vous pouvez voir ça. Voilà, là, c'est une phrase. En gros, il y a quelques phrases et que après, c'est de toute façon du code où, par convention, on fait quasiment tout en anglais. Voilà. Hop. Laure, les nouveautés se retrouvent-elles également sur Discovery? Alors non, Discovery existe encore. Pour garder l'historique. Si vous avez besoin de ressources là-bas, il peut y avoir des liens qui dirigent encore là-bas, mais est considéré comme archivé. D'accord? Donc Discovery est une archive et tout se retrouve aujourd'hui sur Code Library. Si vous ouvrez un nouveau lien, si vous voulez aller voir, tout est sur Code Library. Normalement, on a migré toutes les ressources de Discovery sur la Code Library. Et s'il y a des ressources que vous ne trouvez plus sur la Code Library et qui étaient sur Discovery, c'est qu'on a décidé volontairement de les supprimer. Il ne doit pas y en avoir beaucoup, mais il y en a peut-être une ou deux dont on a décidé qu'elles n'étaient plus à jour. Donc voilà, le site est encore en ligne pour des raisons de compatibilité arrière, mais globalement, c'est une archive et il est fermé. Ah, vous le trouvez moins convivial. Mais c'est peut-être parce que je ne suis pas passé sur les ressources, mais normalement, vous avez ici l'exemple de chaque fois. Et après, la code library a un vrai focus et le but, c'est de trouver des exemples de code. C'est-à-dire, vous voyez l'exemple et vous avez le code en dessous. Si vous voulez plus de détails, des vidéos, des parcours entiers, des explications plus dans le détail, c'est sur Academy qu'il faut aller à ce moment-là. La code library, comme son nom l'indique, est faite pour avoir absolument tous les bouts de code dont on peut, enfin, beaucoup de bouts de code, voilà, on va le plus vite possible au code source dont on a besoin. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça a l'air bon. Alors, si c'est bon, je vais passer la main à Fred.
qui va vous présenter le listing generator. Hop. Alors, merci. Alors, je vérifie juste. Afficher cette fenêtre. Tiens, Étienne, est-ce que tu peux me confirmer que tu vois bien mon écran Oui. de Library? Parfait, merci. Alors bonjour à tous. Effectivement, Laure, juste pour compléter, effectivement, pour ceux peut-être qui n'étaient pas là au premier webinaire sur la Code Library, en gros, l'idée c'est qu'avant, Discovery couvrait effectivement plus de choses, à la fois du code et à la fois du parcours d'apprentissage, etc. Et que la Code Library est venue et Academy est venue pour dissocier un petit peu les deux et pour mieux s'y retrouver. Donc c'est vrai qu'il y a un côté beaucoup plus tech, mais voilà, j'entends l'argument effectivement du style, de l'interface, des illustrations, peut-être effectivement de la petite patte un peu plus, voilà, il pourrait avoir un look un petit peu plus attrayant. Donc on prend bonne note et on va voir pour les prochaines améliorations ce qu'on peut faire à ce niveau-là. Alors moi je vais vous présenter donc du coup, comme disait Étienne, un template, donc plus voilà, une page complète. Donc sur la collaborerie, vous avez une section dédiée à ce qu'on appelle les générateurs. Alors les générateurs, c'est quoi? C'est des templates un peu évolués. Pour reprendre les termes un peu du moment à la mode, c'est un template no code. Donc vous avez une structure pour présenter vos informations. Et l'idée, c'est de ne pas avoir à toucher au code, au widget, juste à avoir à renseigner une configuration, donc dire je veux présenter mes données, donc tel jeu de données, tel ID de dataset sur tel domaine, je veux avoir tel filtre, afficher tel champ, et le template va s'adapter et voilà, se remplir avec vos données automatiquement. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une démo avec le listing generator, mais vous en avez d'autres plus orientés cartographie. On pourra revenir rapidement dessus après. Alors, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça. Vous avez un titre, une description qui est issue du jeu de données. Vous avez un premier module au-dessus qui permet de filtrer, de rechercher dans le jeu de données, donc une barre de recherche, des filtres ici qui sont alimentés par rapport au champ du jeu de données. Donc pour les termes techniques, ce sont les facettes du jeu de données qui ont été définies au moment de la publication. Vous avez un petit module pour afficher des métriques, donc voilà, des cartes de KPI avec des calculs, comptage, moyenne, avec une unité qui peut être précisée, une icône, etc. Et en dessous, vous avez la liste. Donc une liste sous forme de carte. Donc ici, vous en avez deux, voilà, par deux colonnes, avec une image, un titre, les champs et un bouton pour en savoir plus. Tout ça, on regardera après la configuration, mais tout ça, c'est automatiquement rempli juste en renseignant ce bloc de configuration. Alors ça peut paraître un petit peu lourd, hein, parce qu'il y a quand même une bonne vingtaine de lignes, mais vous allez voir, on va passer dessus. Et voilà, c'est pas si compliqué. Vous avez le domaine qui est précisé, le jeu de données, la liste des filtres, si j'ai un champ date ou pas, ici il n'y en a pas, quel type de vue, donc là c'est des cards, les champs que je veux afficher, etc., etc. Et donc on peut comme ça, voilà, afficher. Donc là on a d'autres exemples sur la Code Library. Ici vous voyez par exemple les événements à Paris, que faire à Paris. Et donc qui dit événement dit date. Donc on a un slider, donc un sélecteur de date en plus pour pouvoir affiner. Vous pouvez choisir par catégorie, etc. Et donc tout ça, pareil, c'est sans une ligne de code, juste en renseignant une configuration. Un autre style de vue, beaucoup plus classique, c'est la vue table, où là on a quelque chose de plus classique. Donc typiquement, si votre jeu de données n'a pas d'image, voilà, une vue table peut tout à fait faire le job. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de voir voilà, comment reprendre ce jeu de données, cette configuration, et le faire avec un jeu de données que je suis allé chercher sur donc le réseau de données. Je suis aller chercher alors un candidat qui s'y prête très bien et qui donc du coup qui fonctionne bien, c'est tout ce qui est donc délibération des conseils municipaux ou associations. Typiquement les associations, vous avez souvent donc du coup ce côté liste, ce côté filtrage, je veux chercher par association culturelle, sportive. Je veux avoir des informations sur le site web, le numéro de téléphone, comment contacter, etc. Donc, association sportive.
sportive d'ici les Moulineaux, association, je les veux toutes, sportive et culturelle, je crois que c'est celui-là que j'avais repéré. L'idée, c'est de faire ça sur un jeu de données du réseau de données, hein, pas quelque chose qui a été préparé pour vous montrer que ça marche même, voilà. Alors, là, mon jeu de données, il contient des images, donc les logos des assos, ou une image plutôt voilà, standard quand il n'y en a pas. Il contient donc le thème, la ville, s'il y a un accueil pour personnes à mobilité réduite ou handicapées, le service qui les gère, les activités, etc. etc. Donc, pas mal de champs, c'est pas mal. Et ce qui serait pas mal aussi, comme on a un bouton pour en savoir plus, c'est voir s'il y a un lien. Et normalement, si voilà, il y a le lien ici de l'association. Donc, c'est parti. On va partir de ça. Je retourne dans la code librairie. Toujours pareil, hein, libre à vous. Soit vous copiez le code avec le petit bouton copie ici, HTML et CSS, vous créez votre page sur votre domaine. Soit, là en l'occurrence, je trouve ça plus simple pour la démo, je clique sur le bouton éditer qui m'envoie sur CodePen comme ce que nous a montré Étienne et on a tout de suite le code qui arrive dans un environnement de développement. Alors, vous allez voir sur la droite du coup le rendu au fur et à mesure où je vais modifier ma configuration. Alors la config, elle est là. Alors je vais peut-être, est-ce que je pourrais agrandir mon écran pour pouvoir agrandir? Oui, là on est pas mal. Alors, c'est parti. De quoi j'ai besoin? Le domaine et le jeu de données. Pour lui dire sur quel jeu de données je vais aller faire mes requêtes. Alors du coup, je lui dis ici, le domaine, c'est data.ici.com. J'enlève le HTTPS, etc. pour, en fait, c'est le template qui va se charger de recréer l'URL. Donc là, évidemment, à droite, plus rien ne fonctionne, parce qu'il faut que je lui précise le dataset ID, donc l'identifiant technique du jeu de données. Vous allez voir, on est toujours sur le dataset ID, hein, sur les identifiants techniques. Donc on va aller se balader dans le modèle de données ici du jeu de données qui me permet d'obtenir les identifiants. Donc c'est grâce à ça qu'on va aller chercher les champs à chaque fois. Donc là déjà, ce template va chercher le titre et le début de la description de mon jeu de données automatiquement. Alors après, on pourrait aller dans le code pour le modifier, mais au moins, voilà, c'est une version, une version de départ. Ensuite, je vais lui dire sur quel filtre je veux présenter à mon utilisateur. Donc là, comment ça marche? Alors c'est un petit peu technique, mais vous allez voir, c'est en gros, vous avez un bloc à chaque fois qui dit quel est l'identifiant du champ et si je veux proposer une sélection multiple ou pas. Bon, donc là, j'avais trois champs, je vais les changer, je vais remplacer. Qu'est-ce qu'il me propose? Donc on a l'activité, on a le thème, accueil handicap, ça c'est pas mal. Donc par exemple, je vais prendre le champ handicap que je mets ici. Le thème, je cherche avec mon navigateur, hop là, thème, c'est juste thème en minuscule, très bien. Et je crois qu'il y avait donc activité, c'est juste activité en minuscule. Voilà, je mets ces trois identifiants là, et là normalement, voilà, à droite, j'attends que ça se recharge. Mon template me propose ces trois filtres. Je peux rechercher, etc. Donc là, le widget qui est derrière, c'est du ODS Select pour ceux qui l'ont déjà utilisé. Donc voilà, recherche multi-critères, etc., etc. Super, on continue. Les KPI, on verra après. Si je veux pas de KPI, le bloc de configuration KPI, hop, je le supprime et du coup, le bandeau va se supprimer. Très bien. Ensuite, ma liste. Alors, dans la liste, comment ça se passe? Donc, je veux rester avec des cartes comme ça, donc je veux pas une table. Donc, je reste view table. Et ensuite, j'ai ma field list. Donc là, je vais lui préciser une liste d'identifiants que je souhaite afficher. Je retourne dans mon jeu de données. Donc normalement, si je vais dans ma vue tableau, je vais avoir donc le nom de l'association, l'adresse, la ville, le téléphone. Donc voilà, je vais afficher un petit peu tout ça. Donc modèle de données, nom, thème, adresse, ville, ils sont tous là, parfait. Donc je vais basculer d'un onglet à l'autre. Donc je veux le nom, je veux le thème, je veux l'adresse, qui seront tous les champs
que je souhaite afficher dans ma carte. Alors je fais une petite pause pour vous montrer qu'au fur et à mesure où je mets mes champs, ça remplit mes cartes de résultats. D'accord. Alors là, j'ai un petit peu élargi, donc en fait, c'est voilà, le template est responsive évidemment, donc du coup, ça s'est repassé, ça a rebasculé. Si je suis sur un écran un peu plus large, si j'agrandis encore un petit peu mon écran, vous voyez que c'est sur 2 colonnes. Ça, vous verrez, on va le voir après, c'est aussi une option du template. Là, je dis que je suis items per row, donc le nombre d'items par ligne, 2. Si je veux passer à 3, voilà, je passe à 3. Vu que c'est un nom d'association, j'ai pas non plus envie d'avoir une page trop longue, hop, je peux avoir un affichage un peu plus dense. Voilà, je vais juste finir, donc téléphone, email, vous avez compris le principe. Alors, on peut renseigner un titre sur ces cartes. Donc peut-être que le nom de l'association, je voudrais plutôt le voir ici. Alors, pas de souci, le nom, je l'enlève de ma liste des champs et je vais plutôt le positionner en titre. Donc, ça sera quelque chose d'un peu plus marqué, on va l'avoir en haut en gras. Voilà, c'est peut-être un peu plus parlant. Super. Ensuite, je peux avoir un champ image. Donc ça, c'est cool, c'est visuel, on aime bien. Le champ image, pareil, dans mon modèle de données, je cherche, il est ici, de type fichier. Mon champ s'appelle logo. Donc je lui donne l'identifiant de mon champ, logo. Et là, vous avez une position de l'image, soit à gauche, soit en haut. Alors là, je fais pas des allers-retours avec la documentation, mais en dessous de cette configuration, vous avez toute la documentation de toutes les options possibles et les valeurs possibles. Donc, typiquement, image position, position de l'image dans la carte, ça peut être top ou left. Voilà. Voilà, je scrolle pas, je fais pas des allers-retours parce que sinon ça va, voilà, pas être très agréable à regarder. Mais voilà, donc l'autre valeur possible c'est top. Si je veux plutôt l'afficher en top. Et là pour le coup, j'avais fait le test juste avant le webinaire, ça marche un petit peu mieux parce que voilà, pour les images par défaut quand il n'y avait pas de logo, je trouve que voilà, c'est bien centré, ça marche plutôt bien. Voilà. Et dernière chose, vous voyez qu'il y avait sur chaque carte un petit bouton. Si vous n'en voulez pas, bah, vous supprimez ces deux options et puis il disparaît, comme on a fait pour les KPI. Sinon, vous pouvez dire quel est le champ de mon jeu de données qui contient une URL, le champ site web, et je peux changer le libellé. Je ne sais pas, se rendre sur le site de l'assaut. Allez, on va juste mettre ça. Et j'ai fait une petite faute de graphe, hop, j'ai oublié de refermer le code. Normalement, ça devrait aller. Et voilà. Et voilà. Donc vous avez vu, en moins de 10 minutes, on a fait une page qui permet de lister de façon beaucoup plus conviviale des informations d'un jeu de données. Et en fait, la force de ce template, et c'est pour ça que, comme disait Étienne, il a eu beaucoup de succès en termes de réutilisation, c'est que si vous deviez développer vous-même une page avec donc les contextes, avec la barre de recherche, alors, sachant que c'est de la barre de recherche search as you type, un peu comme on dit, donc c'est-à-dire que au fur et à mesure où je tape, ça va filtrer mes résultats avec des ODS select branchés sur des ODS facet results. Alors, ça peut paraître un peu insulte tout ce que je dis, mais en gros, c'est le nom des widgets sous-jacents qui permettent d'aller récupérer les différentes valeurs d'une facette. Donc, par exemple, je veux filtrer par tout ce thème, voilà, par enfance, avec. Alors, j'ai cliqué un peu trop vite. Ah, il a pas. Ah, il y a peut-être pas de valeur pour ce filtre enfance. Bon, alors, si j'en choisis un petit peu plus, peut-être que j'aurai un petit peu plus de choix. Effectivement. Alors là, donc, bon, il y a que non. Association pour l'enfance et la famille, etc. Donc voilà, j'ai mon résultat. Avoir cette petite carte avec le lien, etc. Donc s'il fallait développer tout ça, évidemment, ça prendrait pas mal de temps. Voilà, un petit bouton supprimer les filtres pour revenir à zéro, etc. Tout à l'heure, on a vu, je l'ai supprimé un petit peu vite, on avait un bloc de métriques si on veut afficher des valeurs. Donc là, il y a un exemple dans la documentation. L'idée, en fait, de ce bloc, c'est de vous dire, derrière, c'est du ODS agrégation. Donc c'est ce qui permet de faire du comptage, de la moyenne, des sommes, min, max, etc. sur un champ numérique d'un jeu de données. Mais là, du coup, ça vous permet de le faire juste avec de la configuration en disant, je veux un KPI avec tel titre, telle fonction. Donc pour le coup, si c'est juste du comptage, vous n'avez rien besoin de préciser d'autre. Mais vous avez aussi donc
donc fonction moyenne, somme, etc. Donc dans ce cas-là, on renseigne l'expression, c'est-à-dire l'ID du champ, la précision, l'unité, etc., etc. Donc par exemple, alors ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ce bloc-là du coup, et je vais afficher une petite métrique pour compter le nombre d'associations. Je vais faire du comptage. Alors je le mets à peu près, voilà, un peu jeu dans la configuration. Le titre, alors nombre du coup d'associations. Fonction count, du coup, pas besoin d'une expression. Précision, pareil, c'est 0 par défaut, donc je l'enlève, je n'ai pas besoin. Unité, hop, j'enlève aussi. Et l'icône. Alors l'icône, comme beaucoup, comme toutes les icônes en fait qu'on va retrouver un peu dans la plateforme ODS, c'est basé sur Fontosum. Donc du coup, alors j'ai cassé quelque chose. Pourquoi j'ai plus rien à droite? Qu'est-ce que j'ai cassé? Tac, tac, API, oui. Bah alors, qu'est-ce que j'ai cassé? Il y a quelque chose qui lui plaît pas dans le bloc que j'ai récupéré. Est-ce que c'est mon... Alors, allez. Est-ce que c'est un problème dans ma config? Qu'est-ce qu'il me dit? Do not modify below is an expected token. Ok, donc il y a quelque chose avant ça qui le chagrine. Ah, c'est que j'ai pas mis un petit point virgule, comme à la fin de toutes les lignes. Et effectivement, j'ai oublié le petit point virgule. Merci la console. Alors, donc du coup, donc on revient. J'ai mon title nombre d'assauts, super. Fonction comptage, donc 447, je peux tester, hop, si je veux tout ce qui est Aikido et Aikitaiso. Excusez-moi. Voilà, j'en ai deux, ça marche à ce filtre. Et donc je disais, tout ce qui est icône dans la plateforme, c'est du Fontosum. Donc du coup, je vais aller chercher sur Fontosum. Alors je sais pas, une icône qui m'intéresse, ça fait un peu carnet d'adresses, donc du coup voilà, adresse book, voilà, tac, je prends ça, et là je prends comment dire, le petit nom de cette icône, je lui renseigne. Bon, là ça c'est vraiment pour les petits détails, pour que ça rende un petit peu mieux, mais voilà, histoire de... Voilà mon template. Bon, on va s'arrêter là. Bah voilà, ça marche plutôt bien. Il faut juste faire attention, effectivement, comme je l'ai fait, à pas oublier les petits caractères qui vont venir dans la config. Et du coup, une fois que j'ai cette page, j'ai plus qu'à copier l'HTML, copier le CSS qui est en dessous, en faire une page de la plateforme, et c'est parti. Alors du coup, je fais un petit peu de promo aussi pour je sais pas si vous y avez tous déjà été, enfin si vous êtes déjà allé voir sur le portail User Club. C'est un portail où on présente pas mal de jeux de données, de pages pour alimenter, on va dire, les webinaires, les présentations, etc. Donc c'est un portail public où vous pouvez aller voir. Il y a un jeu de données qui est assez intéressant, c'est le jeu de données source d'inspiration. C'est un jeu de données qui contient plein de réutilisations de nos clients ou de réalisations tout court d'ailleurs sur leurs données, sur des sujets donc liés à l'open data puisque c'est un jeu de données public sur des initiatives publiques et vous pouvez aller vous balader. Et si typiquement je tape listing, on va pouvoir jeter un œil à tous les scénarios. Donc, vous avez par exemple la région Centre-Val de Loire qui a communiqué sur les délibérations de leur conseil régional. Vous avez alors un que j'aime beaucoup, c'est l'administration de Namur qui a utilisé donc la version carte de ce listing generator, c'est-à-dire, je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet, qui a dans une vue personnalisée de son jeu de données, voilà, présenter tous les défibrillateurs, la localisation des défibrillateurs dans la ville. Donc pareil, vous pouvez avoir votre recherche, vos filtres. Et donc ça, typiquement, cette page que vous voyez là, c'est un listing generator. Donc si on retourne sur la code library, dans la section des générateurs, vous l'avez ici, le map listing. Donc ça, c'est une version avec du listing generator comme on l'a fait avec Descartes, mais avec une vue carte pour les jeux de données géo. Et si vous voulez vraiment mettre la cartographie à l'honneur,
vous avez la version plein écran, qui est celle-ci, et c'est exactement sur le même principe. Toute cette page, donc la carte, le menu flottant sur le côté pour voir la liste, etc. Tout ça, c'est basé sur de la configuration. Donc là, dans cet exemple, vous voyez que sur le portail du ministère de l'Éducation et des Sciences, vous avez les principaux établissements d'enseignement supérieur. En filtre, le type d'établissement, le secteur, le département, le titre, les champs, le bouton, la carte, etc. Donc il y a beaucoup moins d'options, parce que voilà, il n'y a pas de métrique, ça, mais et vous avez votre carte qui se présente comme celle-là. Donc voilà, on vous rappellera les liens dans le chat juste après, mais en gros voilà, vous pouvez vous balader sur cette liste de sources d'inspiration et voir un peu toutes les réutilisations qui ont pu être faites. Il y a le Grand Paris Seine-Ouest qui utilise pour les délibérations, mais aussi pour ses offres d'emploi. Donc voilà, toute donnée qui se liste est un bon candidat. Donc voilà, en fonction de la direction, le service, la filière, vous avez la liste des jobs. Donc voilà, pas mal de réutilisations possibles. C'est bon pour moi. Est-ce que vous avez des questions? Ah, il y en a quelques-unes, ouais. Sur quel mot-clé fonctionne le moteur de recherche? Si je cherche Flip, par exemple, je ne trouve pas l'entrée vers KPI Card. Si Bien vu, bien vu. Bon point. On va le corriger. C'est pas normal. On devrait trouver effectivement. Alors, si on cherche KPI, évidemment, on l'a. Je pense que ça fonctionne sur le titre et sur la description de la ressource, donc de toute la page, donc en l'occurrence ici KPI. Et du coup, j'ai un doute sur le fait que ça aille chercher effectivement le. Non, je suis pas sûr qu'on ait fait retourner l'index pour. Je pense qu'on n'a pas indexé cette ressource dans le moteur de recherche. Ok, bah ouais, c'est ça, peut-être ça. Bon, Voilà. on va regarder effectivement. C'est un Merci, souci merci de de notre soulever. côté. Il me manque pour celui-ci en bas de page le nombre de cartes affichées sur nombre de cartes totales ou la notion de page. Alors, la notion de page, donc ce serait par exemple une sorte de pagination, c'est ça, au lieu d'avoir. Alors effectivement, il n'y a pas de pagination. L'idée, alors la pagination, en gros, il y a deux religions, hein. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont complètement foncièrement contre. Personnellement, je suis contre. En fait, l'idée, c'est que vous avez les recherches et les filtres. Donc, si vous avez trop d'éléments, moi, j'ai plutôt tendance à inciter l'utilisateur effectivement à utiliser les filtres. Donc là, typiquement, les œuvres de Vermeer, bah voilà, je vais plutôt regarder les genres paysages, etc. Et me débrouiller pour qu'il y ait un nombre de résultats, on va dire, restreint et qui ne nécessite pas de pagination. Euh, mais, euh, mais effectivement, j'entends. Donc après, en fait, il y a deux choses. Il y a ça. Effectivement, on pourrait rajouter un module de pagination. Il faudrait à voir. Et après, effectivement, le nombre de résultats total, c'est ça? Le nombre de records, donc du coup, de jeux de données total hors filtrage, qui pourrait être précisé en bas. Effectivement, bah bonne. Ok, je me note ça. Ça peut être des bonnes. On va réfléchir à ça. Merci, moi, je pourrais le finir en replay. Ah, Olivier Pérez, point virgule à la fin du bloc. Bien vu. Effectivement, j'avais pas le nez sur le chat, j'aurais pu regarder le chat, ça aurait été plus rapide. Peut-on rendre triable le jeu de données des sources d'inspiration? Il ne l'est pas. Triable par quel champ? Alors, effectivement, de quoi qu'il arrive, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de champs qui sont triables. C'est une configuration au niveau du jeu de données, donc effectivement, ça ne serait pas très bien, complètement. Je vois pas pourquoi il serait pas triable par nom ou par nom d'organisation. Ouais. Ça marche. La pagination permet d'éviter les barres de scroll. Alors effectivement, le problème en fait, c'est que pourquoi moi ça me chagrine, c'est que du coup j'ai plutôt tendance à utiliser de l'infinity scroll. Donc côté widget, hein, si je traduis en termes de nom de widget précisément, donc là le holistic generator il se base sur un ODS result, mais dans les widgets ODS vous avez le ODS infinite scroll result qui est
la même chose, mais du coup en infinite. Tout simplement parce qu'en fait, la pagination, c'est très peu responsive, en fait, enfin mobile friendly, on va dire. Parce que vous allez définir une hauteur avec une pagination. Ça marche bien quand vous connaissez la hauteur on va dire, du dispositif, de l'écran de la personne. Mais pour peu que je passe en mode mobile, d'ailleurs, si je réduis allègrement la page, bah, on va avoir envie de scroller, 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 etc. Et comme je vous disais, enfin, il y a débat à chaque fois. Il y a débat. Mais effectivement, en fait, comme on est sur un système de configuration où on va activer ou désactiver des widgets en fonction d'une config, on pourrait tout à fait avoir une configuration pagination vrai-faux qui active ce module ou pas, selon le besoin, effectivement, ou dans certains cas, c'est justifié, donc du coup, ça serait à la discrétion du réutilisateur. Donc effectivement, c'est pour ça que ouais, je prends bonne note de ça, on va voir. Parce que pour le coup, on a côté widget un widget de pagination. Donc c'est techniquement faisable. Donc voilà, on va regarder ça. On va regarder ça. Mieux l'infinite scroll. Voilà. Bon. Mais effectivement, on est sur du ODS Result, donc on pourrait aussi passer sur du ODS Infinite Scroll sur le listing generator. Ça fait partie des évolutions. Tout à fait. Et donc voilà. Donc voilà, je vous invite à aller voir un peu les générateurs. Le tout dernier, donc vous voyez la petite pastille de nouveautés. Le tout dernier, c'est un optimisé pour les custom views. Qui tout simplement permet de désactiver ces filtres et cette recharge quand vous êtes dans une vue custom, puisque dans une vue custom, vous avez déjà l'environnement de navigation de l'utilisateur, donc les filtres à gauche, etc. Donc voilà, vous avez une vue un petit peu adaptative qui est basée sur le listing generator, donc je vous invite à aller jeter un œil. Voilà, c'est bon pour moi. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut s'arrêter là. Il est l'heure en plus, donc voilà, raison de plus. On est bon. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Merci Étienne. Et Bonne journée à puis tous. Merci. à très bientôt. À très bientôt.